Salut, c'est Lucky. Aujourd'hui, on continue de parler de simulation. Mais avant ça, je voudrais vous montrer deux trois trucs sympas. J'ai fait des recherches sur Internet et en fait, il existe plein de simulateurs différents. Il n'y a pas que Gazebo. Il y en a vraiment plein qui viennent tous d'entreprises différentes, qui ont tous des buts différents. Il y en a certains qui sont open source, d'autres qui sont propriétaires, etc. Je peux pas tout vous expliquer parce que simplement, je les connais pas encore. Mais c'est simplement pour que vous compreniez que en fait, il y en existe plein, et donc vous en trouverez forcément un qui correspond à vos besoins. Par exemple, ici on peut voir Weebot, j'en ai vu un autre là qui s'appelle OpenRave, il y a un autre qui s'appelle Coppelia Robotics et VREP. Ça s'arrête pas quoi, il y en a vraiment des dizaines. C'est limite un peu trop, on est un peu perdu parmi tous ces projets, on sait pas à quoi ils servent, etc. Tout ça pour dire qu'il y a vraiment tout ce qu'il faut et que si vous voulez apprendre la robotique, il n'y a vraiment pas besoin de budget. Vous pouvez commencer par juste installer un simulateur sur votre ordi et apprendre à utiliser des algorithmes et des concepts de la robotique. Un projet qui est assez intéressant, c'est OpenAI Gym. OpenAI, c'est une entreprise qui est assez connue pour avoir fait des IA sur des jeux comme Dota ou sur le Go. Et en fait, ils ont sorti un système de gym où le but, c'est de pouvoir entraîner des robots et des algorithmes de machine learning dans des simulations. Et en fait, c'est un truc qui est assez extensible. Alors, je ne l'ai pas utilisé encore, mais je pense que je jouerai avec à un moment dans le projet quand j'aurai un modèle de robot plus réaliste. Allez voir, franchement, il y a plein de choses, c'est super expliqué, il y a des tutos sur Internet et tout. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que c'est compatible avec énormément d'environnements et de simulateurs, justement. Donc, ce qui est dur à comprendre, c'est justement qu'est-ce qui est la partie simulation physique, rendu 3D, machine learning, etc. dans tout ça. Donc, je peux pas tout expliquer maintenant. Et par exemple, il y a OpenAI a un module Gym Gazebo qui permet d'utiliser OpenAI avec Gazebo et ROS. Donc c'est assez puissant. Je sais que par exemple à Wondercraft, nous on a fait un simulateur qui s'appelle Gemini et il est aussi compatible avec OpenAI. Et enfin, j'ai découvert en cherchant un peu que Nvidia aussi a un système de simulation qui est en early access mais qui a l'air vachement puissant. Et l'intérêt derrière, c'est qu'ils peuvent faire des rendus 3D graphiques en temps réel, photoréalistes, qui permettent de tester des algorithmes de vision aussi, comme si on avait une vraie caméra, quoi. Donc c'est juste impressionnant tout ce qui existe à l'heure actuelle. Mais sans plus tarder, commençons la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer plus en détail l'interface de Gazebo, parce que la dernière fois, on avait vu surtout le code des fichiers SDF. Et donc là, ça va être plus visuel, on va voir vraiment qu'est-ce qu'on peut faire dans l'interface de Gazebo. Là, vous voyez, j'ai chargé mon modèle, celui qu'on avait fait la dernière fois. Il est configuré pour être statique, donc il est fixé au monde. Une première chose dont je voulais vous parler, c'est le fait de pouvoir changer les visuels du robot. Donc mettre des mèches, les mèches c'est des objets 3D, en fait c'est des fichiers 3D qui représentent des géométries. On peut dire à Gazebo de charger des fichiers de mèches qui sont beaucoup plus compliqués que juste des boîtes et des trucs comme ça, et qu'on va récupérer en fait, qu'on va exporter depuis SolidWorks. Et donc je vais vous montrer, j'ai fait un petit truc sympa. Pour l'instant sur mon Link, sur mes jambes, j'ai juste mis une box, donc un cube avec une certaine dimension et une pose pour représenter la 3D de mon robot. Et donc on voit notre magnifique cube ici pour ma jambe, qui respecte ces coordonnées-là. Un truc qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, depuis Gazebo, vous pouvez directement éditer votre modèle. Donc en fait, ce que je vous ai montré au début sur l'interface web et tout, on peut aussi le faire dans Gazebo, sauf que derrière, ça va nous permettre de créer un SDF et pas un URDF. Mais pour débugger votre SDF, c'est assez intéressant. Et donc on voit ici mes différents links et joints. Et en fait, on peut rajouter des choses si on veut. Donc là, c'est juste pour débugger si jamais vous mettez des mauvais offsets ou des trucs comme ça. Vous pouvez voir où est l'origine de votre link, où est votre joint, etc. Donc pour revenir à mon objet 3D, à la fin mon robot il aura des vraies mèches. Donc comment on fait pour mettre ça dans le SDF et avoir le rendu? Et bah c'est tout simple. Dans la géométrie, au lieu de mettre un paramètre box, on va mettre un paramètre mesh. Et donc je vous ai déjà préparé un petit fichier tout sympa. Vous voyez qu'à la place de ma box, j'ai mis un mesh. Je vais aller charger un fichier. Donc là, je mets une URI, donc un chemin vers le fichier. Donc j'ai créé un dossier mesh. Vous pouvez voir ici qu'il y a différents meshs. Je vais mettre ça dans mon SDF de base, à la place de la box. Et donc maintenant, quand je lance la simulation, on voit que j'ai mes super mèches 3D qui ont été chargées. Je me suis éclaté, je suis allé chercher un modèle de dino sur internet et j'ai coupé les mèches dans Blender. Donc je vous montre pas tout le procédé parce que c'était chiant. Donc voilà, ça c'était pour la partie mesh. Maintenant, on va parler des collisions. Dans Gazebo, en fait, on peut afficher plein d'informations visuellement. On a un onglet pour voir les collisions. J'ai masqué celle du sol pour qu'on ne soit pas perdu. Mais là, vous pouvez voir les collisions qui correspondent à mon mesh. Et donc, vous voyez que les box que j'ai mises pour les collisions sont pas les mêmes que les meshs que j'ai mis pour les visuels. Donc là, ça fait un truc un peu chelou parce que c'est pas du tout
alignés, etc. Quand Gazebo va faire les calculs des contacts entre le modèle et son environnement et le sol, par exemple, en fait, il va se baser sur ces informations-là, sur ces mèches-là. Il ne faut pas utiliser les mêmes mèches que le visuel, surtout s'ils ont des formes comme ça très complexes où il y a beaucoup de polygones. C'est plus difficile derrière pour Gazebo pour calculer les collisions. Il y a des outils qui permettent de prendre un mesh et de calculer une enveloppe plus simple. Voilà pour les collisions. Ensuite, un autre élément qui va nous intéresser, c'est les matrices d'inertie. Pour afficher les matrices d'inertie, on va dans View Inertia. Et voilà, on voit nos matrices d'inertie. Donc là, c'est un domaine que je connais moins, donc j'ai pas envie de dire de conneries. Vous voyez qu'elles sont représentées par des cubes. Comme par hasard, elles font exactement les mêmes dimensions que les cubes que j'ai mis pour les visuels et pour les collisions. C'est simplement parce que la macro que j'ai utilisée, c'est une macro qui permet de calculer une matrice d'inertie pour un cube justement en lui passant la hauteur, la largeur et la profondeur. Mais si je change mes inerties par exemple 0,5 au lieu de 1, et ben derrière vous voyez que les matrices d'inertie sont devenues beaucoup plus grosses. Donc ça va toujours vous les afficher sous forme de cubes comme ça. Je suis encore en train d'apprendre exactement ce que ça veut dire, que je vais pas trop m'attarder là-dessus pour l'instant. Un des autres paramètres qui est intéressant et dont on peut facilement voir l'impact sur la simulation, c'est les propriétés de friction et de damping. Donc, vous vous rappelez ce qu'on avait mis dans la dynamique de notre robot. Alors pour commencer, je vais mettre 0 friction et je vais vous montrer à quoi sert le damping. Si je mets un damping très faible, le principe du damping, c'est que c'est un coefficient d'amortissement. Si j'applique un couple à mon robot, vous voyez que derrière, il continue à se balancer à l'infini. C'est parce que le damping, il est vraiment, je l'ai mis très très faible, et donc ça veut dire qu'en fait, il y a très peu d'amortissement. C'est un coefficient qui va calculer de combien on ralentit la vitesse de rotation du joint à chaque pas de simulation. Donc si on le met très faible, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'amortissement, très peu de résistance, le joint est complètement libre. Et donc il bouge à l'infini comme ça, et il va s'arrêter très lentement. Maintenant, si j'augmente la valeur du damping, donc si je mets par exemple 0,2, j'applique une force, vous voyez que le joint, il est amorti beaucoup plus rapidement. En pratique, il faudra voir ce que le robot fait en vrai et essayer de faire matcher les deux, donc c'est pas évident. Maintenant, si on met de la friction, alors là, la friction, c'est différent. Ça va être quelle force il faut pour vaincre la friction statique, donc les frottements qui empêchent le modèle de bouger. Une fois qu'il est en mouvement, ce paramètre ne rentre plus en compte, c'est le damping qui rentre en compte. Donc là, c'est plus quelle force il va falloir pour pouvoir mettre en mouvement notre joint. Donc là, vous voyez, j'ai mis une friction de 100. Donc là, si j'applique une force qui est trop faible, en fait, on n'arrive juste pas à faire bouger le joint. Donc derrière, il faut que je mette une grosse valeur. Et vous voyez qu'en fait, le joint, derrière, il bouge plus. Parce que dès qu'il a bougé, ensuite, il est complètement bloqué par les frottements. Et du coup, il résiste à la gravité. Elle n'est pas assez forte pour vaincre ces frottements statiques. Ça va être les deux paramètres avec lesquels il faut jongler pour essayer de représenter ce que fait votre robot en réalité. Et donc, ça va être dur d'avoir quelque chose qui se comporte de la même façon en simu et sur votre robot. Et il faudra trouver des moyens de mesurer ces frottements statiques et ce damping. Derrière, quand on voudra faire des contrôleurs, par exemple des contrôleurs PID qui contrôlent la position, il y aura plein de vidéos là-dessus. Ça va être très dur de faire en sorte d'avoir les mêmes gains dans la simulation et sur le robot réel, mais si on a réussi à faire matcher les deux, c'est génial parce que du coup ça veut dire qu'on sera confiant que des gains qui ont été tunés en simulation, ils marcheront à peu près bien sur le robot derrière. Et donc voilà, ça c'était pour les paramètres simples. Je mets des valeurs qui sont complètement au pif pour l'instant, qui me permettent juste d'avoir un comportement à peu près logique visuellement et qui me permettront derrière de tuner mes PID, etc. au moins en simulation. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, ok, on a fait un point world, on a défini notre environnement, mais en fait, le point world, c'est un peu un fichier d'initialisation du monde. Derrière, on peut éditer la simulation en temps réel. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut faire pause, donc en appuyant sur espace ou sur la petite flèche ici, on peut mettre la simulation en pause. Donc ça nous permet de changer l'angle de vue, etc. Sans que la simulation soit en train de s'exécuter. Et une chose qu'on peut faire, en fait, c'est insérer des modèles et construire notre world en live. Gazebo a des outils pour pouvoir éditer ça. Et pour rajouter mon modèle, j'ai juste à le prendre ici et à le faire popper. Et derrière, j'ai des outils pour pouvoir le placer un peu comme je veux dans la simulation. Je peux m'éclater, je peux faire popper des dizaines de robots. Là, c'est très manuel, donc imaginez qu'on voulait faire une ville entière avec des dizaines de modèles et tout ça, c'est un peu l'enfer. Et en fait, il y a moyen de scripter tout ça avec ROS notamment, je vous montrerai ça dans les prochaines vidéos. Mais on peut faire popper déjà plein de fois notre modèle, et donc c'est ça l'intérêt d'avoir un truc réutilisable. Et c'est là où la modularité de Gazebo est intéressante. Et donc un truc qui est sympa aussi, c'est qu'on peut contrôler la physique du monde. Notamment, on peut désactiver la gravité. J'ai placé mes robots un peu de manière random et je leur ai appliqué des forces et des couples et j'ai désactivé la gravité. Et ça nous permet de s'amuser un petit peu avec notre armée de robots. Et quand j'appuie sur play,